africain, une nation redoutable. Je suppose que pour, je sais pas, la presse de l'RDC, l'opinion publique RDC, jouer les lions de la place, on se méfie, on ne sait pas à quoi s'attendre. Moi, alors là, c'est un concentré de fausse humilité très désagréable. Parce que quand il dit un mot, il ne faut pas dire en conférence, il va dire on va jouer le Maroc sans arrogance. Si tu penses arrogance quand tu déclares, c'est que tu penses que tu es au-dessus, tu te sens arrogant. Depuis 2013, les mecs, ils n'ont pas partage de la 50e place. Moi, je me mets aussi à Othani Bengue, connaisseur du football, c'est logique. La RDC est clairement favorite dans ce match par rapport au Maroc. Il a fait du politico correct, il ne faut pas venir en conférence. On va les connaissant quand même individuellement l'équipe du Maroc, il est connaisseur du football, il sait très bien que je suis sûr qu'il ne connaît pas Rennes, qu'il ne connaît pas plein de ces joueurs-là. Qu'il ne connaît pas. Même nous, on ne les connaît pas. Le club est posé, mais tous les autres, il les connaît. Les gardiens, il doit pas connaître. Je pense qu'il doit connaître. Bien sûr qu'il connaît. Bien sûr qu'il connaît. Parce que comme je disais, c'était le foot a évolué, il a évolué aussi chez les sélectionneurs. Je suis sûr qu'il a 4 pages sur chacun, sur 12. Il sait ce qu'il mange le matin. Ça a évolué. Mais il ne doit pas les connaître, c'est-à-dire d'un point de vue qualité intrinsèque, il n'a pas vu 6 matchs, 12 non plus, c'est l'image aussi véhiculée à l'étranger. Quand tu parles en Afrique, je suppose que je n'ai jamais été en dehors du Maghreb ou à laquelle je suppose qu'effectivement, quand on parle football, par rapport à l'histoire du football marocain, de ce que représente cette équipe nationale, du Maroc, évidemment, on se méfie. Figure-toi que moi, on m'a déjà sorti, c'est fini. Le Maroc, c'est fini. On me l'a déjà sorti. Je le rappelle derrière le restaurant sénégalais sur l'Antidefa, tranquille, c'est après le mondial 70, à 86. Moi, j'ai vu l'équipe nationale. Moi, le football, même si à chaque fois que je jouais un match, quelle que soit l'équipe d'en face, je rentre complètement. Moi, même si elle est plus forte, soi-disant, je joue pour eux. Et moi, je ne comprends pas. C'est rien. Quelle différence il y a, sincèrement? C'est quoi la différence qu'il va y avoir entre le Congo? Moi, je sais qu'il a beaucoup de à Barcelone, au Real Madrid, tout ça. Sincèrement. Sincèrement, éclairez-moi, avec qui jouent les joueurs? Moi, je ne connais pas bien. C'est essentiellement TP Mazembe, évidemment. Et non, il descend. Fabrice Sondam. Sincèrement. Il n'est pas avec Fabrice Sondam. C'est l'autre. À Madrid, grand soleil, 10 degrés. Et puis à New York, sur la côte est américaine, temps partiellement nuageux, 7 degrés. 8h30 sur Midi 1. On retrouve Raphaël Delvolvé pour le journal. Rebonjour Raphaël. Rebonjour David. À la une de votre édition, la conférence pour la paix au Proche-Orient hier à Paris. Mot écrit sur un communiqué et réaffirmant la volonté de plus de 70 pays de soutenir une solution à 2 États. Et puis, c'est tout ce qui en est ressorti, signe d'une détermination collective de vouloir sortir le conflit israélo-palestinien de l'impasse, mais aussi de l'impuissance de la communauté internationale à faire bouger les lignes. L'Iran peut aujourd'hui développer son programme nucléaire civil en vertu d'un accord qui fête ses 1 an aujourd'hui, un accord historique en forme de bouffée d'air frais pour la République islamique qui, il y a encore 1 an, était durement touchée par les sanctions internationales. Et puis à suivre aussi les manifestations anti-Trump prévues toute la semaine aux États-Unis et le cas de ces interprètes afghans qui réclament la protection de la France. On en parle avec Robert Bussière dans la revue de presse internationale. On en parlait à l'instant avec Pierre Boussel dans son édito. Des mots, rien que des mots. Sans surprise, la conférence de paix au Proche-Orient, la conférence pour la paix au Proche-Orient n'a débouché sur rien de réellement important qu'à Paris. Si ce n'est ce communiqué final signé par la majorité des participants à cette conférence, plus de 70 pays et organisations internationales, hormis le Royaume-Uni,
Ce texte réaffirme la volonté de ces États de soutenir une solution à 2 États pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Un document qui est donc le fruit d'une journée de discussion qu'a suivi pour nous Aurélien de Vernois à Paris. C'est seul que le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, s'est présenté à l'issue de cette conférence. Les autres diplomates ayant préféré s'éclipser. Pas de grandes annonces en effet, mais la volonté de présenter un front uni pour encourager la reprise des discussions. Nous nous sommes réunis pour tenter d'apporter une contribution constructive à un processus de paix qui est, il faut bien le dire, aujourd'hui au point mort. La question pour la communauté internationale qui se préoccupe de la permanence de ce conflit et comment inciter à reprendre le seul chemin possible, celui de la table des négociations. Mais les craintes d'un nouvel envenimement du conflit demeurent en raison notamment de la promesse de Donald Trump de déplacer l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, inacceptable pour les Palestiniens et une provocation, selon Paris. Quand je dis c'est une provocation, parce que ce serait, si j'ai bien compris, une décision unilatérale. Vigilance donc du côté de la France, de l'Union européenne et des pays arabes sur l'alliance que pourrait nouer le nouveau président américain et les dirigeants israéliens. Le dossier israélo-palestinien qui sera à nouveau à l'ordre du jour du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne ce lundi à Bruxelles. À Paris, Aurélien de Vernois pour Média. Et puis réaction hier des 2 principaux intéressés qui n'étaient pas représentés durant cette conférence. L'autorité palestinienne a affiché sa satisfaction. Israël jugeait que les conclusions de la conférence, éloignaient la paix, je cite. Et puisque l'on évoque le Proche-Orient, passons par la Syrie. Les combats ont repris entre le régime de Bachar al-Assad et les rebelles dans la banlieue de la capitale. Dans la ville de Wadi Barada, où 7 civils ont perdu la vie dans la journée d'hier, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ce seraient des avions du régime de Bachar el-Assad qui les auraient tués. Une trêve avait été conclue sur ce front en fin de semaine dernière, ce front où se trouvent les principales ressources en eau potable de la région de Damas. Cette trêve a volé en éclats vendredi soir lorsqu'un membre du gouvernement syrien a été tué par des rebelles. C'est une date anniversaire, aujourd'hui 16 janvier, voilà un an précisément que l'accord sur le nucléaire iranien est entré en vigueur. Un accord historique qui a été conclu après 10 ans de négociations entre les grandes puissances mondiales et la République islamique. L'Iran, dont on a longtemps craint les intentions de se doter de l'arme nucléaire et qui a été lourdement sanctionné économiquement pendant des années pour ces mêmes raisons. Cet accord a donc transformé ce pays, revenu depuis dans le concert des nations. Écoutez le spécialiste de l'Iran, Thierry Couville, il est chercheur à Yanis. Ce qui a été décidé dans l'accord a été tenu des 2 côtés, c'est-à-dire que l'Iran a tenu ses engagements. Et de l'autre côté, les sanctions liées au nucléaire, sanctions bilatérales américaines et européennes, ont été levées. Et concrètement, on commence à voir l'impact sur l'économie iranienne parce que l'Iran, par exemple, peut exporter maintenant l'essentiel de son pétrole. Donc c'est à mon avis ça qui explique que la croissance en Iran devrait atteindre près de 5% en 2016. Et puis concrètement, on voit quand même un certain nombre de projets en termes d'investissement étranger, comme il y a la commercialisation d'équipementiers automobiles. Dans le pétrole, on a quand même des annonces d'investissement de Total, de Shell. Et vous avez des commandes importantes pour l'Iran, comme les commandes d'Airbus, même de Boeing. Donc on commence effectivement à voir également une ouverture de l'Iran dans ces échanges internationaux également. Voilà, un accord extrêmement important, ça ne sont pas mes mots, mais ceux de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Et ce matin, justement, dans le même temps que l'Union européenne qui représente, qui a signé cet accord, s'y conformerait. Et l'Union européenne qui affiche la volonté de s'y conformer, ce n'est pas forcément le cas des États-Unis, du moins Donald Trump, le futur président, a toujours affiché son hostilité à l'Iran. Donald Trump qui s'est d'ailleurs encore fait remarquer pour des déclarations fracassantes dans la presse européenne. Oui, dans un entretien accordé au Times britannique et au Bild allemand hier, le prochain président américain a évoqué plusieurs sujets entre des louanges au Brexit et une critique appuyée de la politique migratoire allemande. Il a également abordé l'OTAN, l'Alliance Atlantique, qui le juge obsolète mais très importante pour lui. On retiendra également ce projet d'accord qu'il pourrait proposer prochainement à la Russie, celui portant sur un allègement des sanctions américaines contre Moscou en échange d'un accord sur la réduction de son arsenal nucléaire. Donald Trump qui sera investi vendredi et sera 45e président des États-Unis. D'ici là, de notions de l'anniversaire de licence de Martin Luther King, je vous invite les sujets du passage derrière la bannière du mouvement des Noirs. Les gays, les pacifistes, les
pro-Bernie Sanders vont eux aussi protester, tout comme des milliers d'avocats qui se préparent à défendre la Constitution si Trump ne la respecte pas, en essayant de limiter les droits civiques ou la liberté de la presse. Mais évidemment, la marche qui attirera le plus l'attention, c'est celle des femmes, conduite par la féministe Gloria Steinem, samedi. Elles espèrent être 200 000 pour défendre le planning familial, l'avortement, les immigrants, la parité des salaires avec les hommes. Les noms d'artistes d'Hollywood qui vont y participer au programme de la soirée des Oscars, Katy Perry, Scarlett Johansson, Julianne Moore. Mais les hommes se joindront-ils à la marche? Ils pourraient préférer une autre manif. Un groupe qui promeut la légalisation de la marijuana dans la capitale américaine distribuera vendredi près de 5 000 joints de cannabis et 4 000 Les manifestants pourront les allumer et connaître une douce euphorie qui leur fera au moins temporairement oublier les incertitudes des 4 prochaines années. À Washington, Claude Porcena pour Média. Média, reportage ce matin, Raphaël, nous sommes en Afghanistan. Oui, et j'attire votre attention sur ces cas d'anciens interprètes, des traducteurs afghans de l'armée française et qui demandent aujourd'hui une protection de Paris. Des visas pour pouvoir vivre en France désormais. Il y a des menaces qui subsistent de la part de groupes de terrorisme du Taliban ou Daesh. Si des centaines ont déjà été expatriés, il en reste encore d'autres. Certains ont vu leur demande de visa rejetée et manifestaient leur mécontentement devant l'ambassade de France à Kaboul. Le reportage de Sonia Ghazali. Des visas pour les interprètes afghans de l'armée française. Voilà ce qui est inscrit sur les banderoles de la 60e interprète devant l'ambassade de France à Kaboul. Parmi eux, Mohamed Ami, 14 ans, service de l'armée française. J'ai recevé 3 à 4 fois mon menace téléphonique, les gens qui m'assument. Mais qu'est-ce qu'ils me disent les gens qui vous appellent? J'ai travaillé avec la force française d'étranger, je suis coupable s'il m'a trouvé. Il coupe tout, l'année, l'oreille et tout, les mains. Pour cette raison, je ne bouge pas. Il a déposé sa demande d'asile il y a 15 jours. L'homme vit dans l'appart et n'envoie plus ses enfants à l'école. Les petits frères de Habiboula n'y vont plus non plus. On a mis notre vie en danger pour travailler. Et aujourd'hui, quand nous avons besoin de l'aide de la France, et la France nous a oubliés. Interprète, durant 2 ans, le jeune homme sort parfois sous une burqa. Son père, lui, doit dissimuler son visage sous une écharpe lorsqu'il va prier à la mosquée. Sa demande de visa a été refusée 2 fois déjà. C'est pour ma sécurité et celle de ma famille que je demande l'asile, explique-t-il. Sonia Ghazali, Kaboul, pour Média. Et cet article se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de Média et de la voix de David Labo. Merci Raphaël, 9h-20 sur Média. Sport Matin dans un instant. Pour l'instant, c'est la pub. احتفاء باليوم الوطني للسلامة الطرقية المنظم يوم 18 فبراير تفتح اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير المجال لكل المبدعين في الفنون التشكيلية والرسم، المنتوجات الرقمية، العمل الصحفي والموسيقى للمشاركة في المسابقات الوطنية في مجال السلامة الطرقية. سارعوا لتحميل ملف الترشيح على الموقع الإلكتروني www.cprc.ma أو على صفحة اللجنة على الفيسبوك. آخر أجل لإيداع الملفات ويوم 20 من يناير 2017. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. Et si vous faisiez de la simplicité votre nouvelle devise? Et si vous pouviez bénéficier d'une seule même carte bancaire pour tous vos paiements? Aujourd'hui, votre carte CFG Bank vous permet de cumuler votre dotation en devises et celle des membres de votre famille. Oui, une seule carte, au Maroc et à l'étranger. C'est cela, se sentir libre partout. C'est cela, être client de CFG Bank.